Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce brunch conférence du 42e Festival du cinéma international en Abitibi-Témiscamingue. Ce brunch conférence est une présentation de Radio-Canada. Alors, nous saluons les différents représentants de Radio-Canada dans la salle. Sans plus tarder, vous savez que ce brunch est animé toujours de très, très grande façon. Je vous le présente, même si vous le connaissez tous très bien. Notre animateur, le cinéaste et professeur de cinéma, Monsieur Martin Guérin. Bonjour. Ça va bien? Rwanda? Une fois un gars... Bon, bref, je suis nerveux, là, donc je passe un peu, je ventile avec des mauvaises blagues. Cela dit, ça me fait plaisir d'être là, d'être à la barre de l'animation de ce brunch-là encore cette année. Sans plus tarder, on va présenter nos invités. Il est natif de Québec. Il a été formé à l'Université Laval en commerce international et marketing. Il a étudié à Los Angeles Film High School. Il a réalisé notamment Snow and Ashes, Sur le fil, Exil et 4 Minute Miles aux États-Unis, si vous me corrigerez. Il réalise également des téléséries connues comme Boomerang, M'entends-tu et La candidate. Il a également une pratique en photographie. Il est le cinéaste derrière l'adaptation du film Rue, Charles-Olivier Michaud. Mesdames et messieurs, bienvenue Charles-Olivier. C'est une nouvelle venue dans le monde de la littérature québécoise. Donc, vraiment besoin de présentation pour notre invitée. Elle est native de Saigon, au Vietnam. Elle a notamment été traductrice, chef restauratrice, dis-je bien, couturière et avocate. On l'apprécie également comme animatrice. Elle est évidemment autrice reconnue et renommée avec ses romans, dont son célèbre et magnifique Rue. Taiwut-Dok-Gap-Ban. Elle n'a rien compris. Oh, c'est épouvantable. Donc, en fait, ouais, bon. Oui. Bon. J'ose à peine reprendre, mais par respect, je vais le faire. Tatboy-Dok-Gap-Ban. Ah, oui. Voilà, oui. bon. Enchanté. Voilà. Donc, Enchanté. on va faire ça en vietnamien, finalement, tout le long de la conversation. Donc, Non, c'était parfait. merci Sérieusement. beaucoup. Merci beaucoup. Oui. C'est très, très apprécié. Donc, on est vraiment honorés et contents de vous recevoir à titre d'invité pour le brunch conférence. C'est vraiment un privilège de vous avoir ici. Merci. Dans un premier temps, la structure de la rencontre, autant que structure il y aura, va se diviser en 2 temps. Je pense qu'on va peut-être apprendre à vous connaître un petit peu avec des questions un peu d'où vous venez, vos premiers émois culturels. Et ensuite, on va évidemment parler du film Rue qui va sortir très bientôt. Dans un premier temps, ma question s'adresse à Charles-Olivier. Vous avez lancé le film Exil ici en 2012 ou 2013. Tu me corrigeras exactement. Alors, quel souvenir que tu as de l'Abitibi-Témiscamingue, ou si tu étais venu avant ou tu es revenu après, là, mais quel souvenir tu gardes de ça? Bonjour tout le monde, c'est vraiment cool. Quand j'ai vu le nombre de tables tantôt, je suis rentré, je me suis dit, no way qu'il va y avoir du monde pour toutes ces tables-là. Là. Mais vous êtes toutes là, puis c'est vraiment cool. Fait que bon dimanche, bon brunch, bon appétit. Moi, j'étais venu ici pour Exil en 2013, puis j'avais été invité par le festival, puis je me souvenais comme j'ai dit ce matin, je me suis à l'entrée, j'ai dit le festival de Cannes devait prendre des notes de comment le festival traite les invités, parce qu'ici, on dirait qu'on se sent on se sent comme les cousins éloignés de notre famille en Abitibi. Là. Tout le monde est tellement fin. Là. Puis, on dit souvent ça, comment on remercie le monde, vous êtes fins. Non, vous êtes vraiment des vrais fins. Là. C'est pas une joke, là. Puis c'est comme super chaleureux, puis c'est super... c'est pas prétentieux, c'est à hauteur... tout le monde nous regarde dans les yeux, puis c'est vraiment le fun. Fait que merci, oui, je me rappelle de ça, comment c'était familier, puis là, on est là, puis c'est le même feeling. Mais surtout que tout le monde connaît tout le monde. Oui. Non, on peut pas faire de bêtises, là. Vraiment. Là, vous peut-être, nous, non. C'est un peu embêtant. Non, mais j'ai eu la chance d'aller à La Sarre et Amos pour le Salon du Livre, oui. Et c'est la même chose. J'ai encore la tasse de la vache à Mayotte.
Oui, C'est exactement, ça? dans la région de la Alors, Sarre. je suis repartie, je suis arrivée avec un sac, je suis repartie avec 2 sacs parce qu'il y avait tellement de cadeaux, ça débordait du pain, du fromage. Ouais. Et donc, il ne faut pas que tu dises que tu aimes quelque chose parce que sinon, tout le monde apporte. Tu seras averti, Charles-Olivier. Donc, vous avez été Je veux effectivement... juste dire par rapport à ça, la première fois que j'ai rencontré Kim Thuy, c'était le 23 décembre. Puis dans une tempête de neige, puis on a parlé toute la journée. Puis à la fin de la journée, je suis reparti, comme elle est repartie de la Sarre avec plein de cadeaux, moi je suis reparti de chez Kim avec les bras pleins de livres. Pas ses livres à elle, là. Des livres qu'elle aimait, des livres des livres d'enfants. Il y en a un, La Grande Fabrique de mots, des livres de poésie, des livres qui n'avaient aucun rapport avec le film qu'on allait faire. Puis je suis reparti avec ça. Bon, j'ai pas pu acheter mes cadeaux de Noël parce que j'étais rentré chez eux à 9 h le matin, puis je suis sorti, il était pas loin de 18 h le 23 décembre. Vous savez à quelle heure vous allez partir, là. Fait que Kim, elle a le même, le même chaleur qu'on a ici. Fait que c'est ça. Voilà. D'accord. Donc... Le Martin, il dit ma structure, ma Non, structure. ma structure. Là, je m'accroche tant bien comment. Non, mais on va faire du ping-pong de toute façon. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais dans le but de nous permettre de mieux vous connaître, petite question qui va vous ramener peut-être à l'enfance. Est-ce que la culture, peu importe la forme, était présente dans vos vies personnelles en jeune âge? Est-ce que c'était présent? Puis si oui, par quelle forme que ça l'était? Dans mon cas, j'ai eu la chance d'être née dans une famille qui aime beaucoup les livres. Donc, il y avait des livres partout, ce qui nous a causé beaucoup de problèmes quand les communistes sont arrivés, parce que, bon, on n'avait pas le droit de lire des livres non autorisés. Et donc, tous ces livres-là, il fallait les brûler. D'ailleurs, j'en ai tellement parlé à Charles-Olivier qu'il a gardé cette scène-là. Et donc, oui, les livres ont toujours existé, la musique aussi, même si j'ai aucune oreille, mais ma mère avait décidé que j'avais l'oreille absolue, donc elle a payé du monde au conservatoire pour que le conservatoire m'accepte, et donc je suis allée au conservatoire pendant 1 an, mais 0 oreille. Voilà, donc oui, la culture. J'ai eu la chance d'être née là-dedans. T'as un piano chez vous? Oui, avant. Non, mais là, j'essaie plus. J'ai un chum qui joue très bien au piano, okay. donc je fais juste écouter maintenant. Je me réveille avec du piano. C'est quand même pas mal, hein? On te salue, Yves. Yves. D'ailleurs, le pianiste. Et Charles-Olivier, de ton côté? Oui, ben en fait, la culture était reflétée beaucoup dans la curiosité c'était beaucoup d'aller vers... je sais pas, de lire. Ma mère, c'était des encyclopédies qu'elle me lisait, en fait. Dans un très jeune âge, là, c'était des encyclopédies. Puis là, j'ai encore ces encyclopédies-là, puis je les lis à mes 2 jeunes enfants. Puis c'était beaucoup à travers ça. Puis nous autres, on n'avait pas de TV. Puis moi, j'ai pas écouté Passe-Partout. Ça n'a pas fait partie de ma culture, mais j'ai la lecture, les encyclopédies, puis il y a une chose qui est spéciale, c'est que le cinéma, ça a été ma première rencontre avec, mettons, c'est pas une télévision chez nous, c'était un cinéma. On est allé au cinéma. Puis on était allé voir Annie. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, le film, le musical. Là. Annie, puis le lendemain, il fallait absolument que je retourne voir un film, puis on est allé voir E.T. Puis après ça, puis je sais pas, je suis tombé amoureux du cinéma très, 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 très jeune. Puis c'est devenu très vite comme il fallait que je fasse du cinéma. Là, puis c'était... Fait que oui, la culture s'est reflétée avec une curiosité d'aller vers tu sais, ma mère, elle suivait mes intérêts. Elle faisait de la parentalité bienveillante avant que la parentalité bienveillante existe. Parlant de cinéma, au Vietnam, c'était un pays en guerre. Hein, donc, vous imaginez, c'était pas... Bon, la culture, évidemment, prend une débâcle là, dès qu'on se retrouve dans une situation difficile. Mais à Saigon, pendant quelques années, quand même, ça allait assez bien pour avoir des cinémas. Puis quand on allait au cinéma, les bancs n'étaient pas faits pour les enfants. Et donc, quand je m'assoyais, je perdais mes gougounes. C'est un pays chaud, hein, donc on se promenait en gougoune ou en sandales. Donc, enfant que j'étais, je les laissais en fait sur le plancher pour pouvoir m'asseoir jusque dans le fond du banc. Mais il y avait beaucoup de voleurs. Et les voleurs savent ça. Donc, ils volent les gougounes en dessous des sièges. Donc, je repartais toujours pieds nus parce que j'ai perdu mes... Donc, en tout cas, c'est complètement impertinent, mais voilà, la culture. Petite question, Kim, pour... qu'est-ce que tu voyais à Saigon, au cinéma, là, quand tu perdais tes sandales? Quel film voyais-tu? Impossible d'avoir une mémoire là, précise, mais il y avait beaucoup de films indiens.
étrangement. Donc, il y avait beaucoup de danse. Le Bollywood était déjà au Vietnam. Pourquoi? Aucune idée. Donc, il n'y avait pas tant de films que ça. Là. Pendant que j'étais là-bas, il y avait plus de musique. C'était plus accessible. Donc, c'était la musique française, surtout à cause de la colonisation. Et puis, quand les Américains sont arrivés, évidemment, on avait The Doors. Culture américaine de l'époque. Oui, oui. Mais quand on est arrivé ici, le premier cadeau qu'on s'était fait, c'était d'aller voir un film à Granby. Je ne peux pas vous dire c'est quoi, je ne parlais pas français, je ne comprenais rien, mais c'était juste des images. Je me souviens de toutes ces scènes, une femme en maillot dans une piscine d'époque avec des petites tuiles. Et donc, c'est quel film? C'est beaucoup d'indices que je te donne. C'est vague, là. Ça pourrait être la piscine là, avec Alain Delon, ça pourrait, je sais pas. C'était ma prochaine question, à savoir les premiers films que vous avez vus au Québec. Là, ça répond sommairement, je dirais, dans le sens où on se rappelle de l'expérience, mais on ne se rappelle pas du film. Mais est-ce que c'était un film québécois? Je ne saurais même aucune pas. idée. Mais les premiers films québécois qui sont restés avec moi, c'était Un Zoo la nuit. De Lauzon, en 87. Je ne sais pas c'est quelle année. Hein? 87, Un Zoo la nuit de Jean. Bon, je commençais à comprendre là, ce qui se passait dans ma vie autour de moi. Puis Léolo. Donc, c'est des grands films. Mais sinon, avant ça, c'était la télé. Bonheur d'occasion, La famille Plouf, avec Nicole Martin qui chante à la fin. Je peux pas chanter, je sais. Il y a la pente douce et les gens heureux. Peut-être les gens pourraient nous guider. Il était une fois des gens heureux. Voilà. Ah? Oui, c'était réalisé par Gilles Carle, notamment, l'adaptation au cinéma, à la télé. C'est une grande fresque, les Ploufs. Vous répondez un peu, vous me suivez bien quand même? Hein, moi, c'était La grenouille et la baleine. Oui, là, on est dans les contes pour tous, effectivement. J'ai pas compris la guerre des tucs. Non? Pas tout de suite. On en reparlera. De la neige sur ton épaule. Il y a un chien qui meurt à un moment donné, puis c'est l'hiver. Donc, non, je brûle un punch. Non, attends, je veux juste dire quelque chose par rapport à la guerre des tucs. OK. Premièrement, on s'excuse que vous n'ayez pas vu Rue, d'accord? C'est une histoire de politique, de distribution, une stratégie de distribution. Ils voulaient que le film soit, qu'on fasse les premières. Puis le film va sortir le 24 novembre, vous allez le voir, puis on espère vraiment que vous alliez le voir. Là, puis on est comme dans une opération charme là, aujourd'hui. Mais je veux juste dire par rapport à la guerre des tucs, puis parce que vous n'avez pas vu Rue, mais moi j'ai souvent décrit Rue comme étant la guerre des tucs rencontre Apocalypse Now. Fait que. Mon Dieu, c'est vrai! Tu m'as jamais dit ça! Ben, je te l'ai dit, mais c'est exactement ça. C'est ça. Fait qu'il y a autant cette espèce de naïveté de l'enfance, un peu cabotine et maladroite et drôle de « t'as de la neige sur l'épaule », à l'horreur de la guerre. Puis j'ai souvent décrit le film comme ça, fait que vous allez voir, c'est ça. Non, en fait, je suis très contente que vous n'ayez pas vu le film parce que j'ai eu la chance d'entendre Charles-Olivier expliquer ou parler du film de temps en temps pendant qu'on se préparait pour le film. Et puis, par la suite, le film a été fait. Et comme vous le savez, c'est une équipe d'une centaine de personnes par jour qui devait gérer pour que tout le monde aille dans le même sens en même temps. Là, je n'ai pas à vous expliquer ça, vous savez mieux que moi. Mais moi, j'écris. Donc, je suis toute seule avec un écran. Donc, je suis la plus petite équipe possible de création, alors que lui, c'était la plus grande, en tout cas dans ma tête. Et non, on ne s'est pas trop parlé parce que je ne pouvais pas le déranger. Là. Il y avait 1000 antennes qui sortaient de sa tête en même temps. Mais par la suite, j'ai eu des bribes. Et c'était tellement intéressant qu'il y a une semaine, non? Il y a une semaine, oui, chez nous. Là, je l'ai obligé à s'asseoir puis juste me répondre, parler. Et on s'est enregistré pendant 3 heures où, c'est ça, on a échangé sur c'est ça que vous allez écouter maintenant. C'est notre podcast de 3 heures. Non monté, cru, direct. Oui. De ma cuisine à vos oreilles. Oui. On s'est arrêté vraiment pas parce qu'il n'y avait plus rien à dire, mais vraiment parce que j'avais envie de faire pipi. C'est tout. C'était la seule raison. Je dis là, hey, à 55 ans, ça dure pas si longtemps que ça. Là. Il faut arrêter. Et ma blonde était outrée parce que la première fois que je suis allé chez Kim, il y a eu de la bouffe toute la journée. Puis moi, il n'y avait pas de bouffe avec Kim.
Mais ma théorie, c'était, on faisait un enregistrement audio. Moi, je voulais pas entendre les bruits de bouche là, tout le long là, de cet enregistrement-là. Mais là, ma blonde était comme, t'as pas servi de nourriture à Kim. Comme la nourriture dans ton film, c'est un personnage principal. Elle était outrée, bref, elle m'en veut un peu. Là, mais je m'excuse, on Kim. On n'avait pas le temps. Puis je vous dirais, donc, le processus, même avant de faire le film, est tellement intéressant. Là, comment Charles-Olivier est arrivé jusqu'au film. Puis j'y avais pas cru du tout que ce serait possible. Là. Dans ma tête, quand André Dupuis a acheté les droits, je pensais vraiment qu'il voulait juste me donner de l'argent de façon subreptice, parce que j'étais en train d'écrire, puis il savait que j'avais perdu beaucoup d'argent avec le resto. Donc, je disais, je vais acheter les droits de cinématographiques, mais jamais, je pensais que c'était possible. Et encore aujourd'hui, le film est fait. Je pense encore que c'était impossible parce que c'était un projet immense, en fait, dans ma tête. Alors, c'est ici que le plan débarque. Là. C'est maintenant là, que ça se passe. Je m'en allais vous parler, oui, le marketing, je m'en allais là-dedans. On va oublier ça. On va rester avec vous, en fait, sur le processus d'adaptation. Kim, par rapport à l'écriture de rue, l'écriture du roman, là, bien avant le processus de film, le souvenir que tu gardes du processus d'écriture de ce roman qui est ton premier, quel souvenir que tu gardes du processus? Alors, j'écrivais dans un solarium, une verrière, une extension de la maison où il y a beaucoup, beaucoup de soleil, puis il y avait il fallait que je mette un parapluie par-dessus l'ordinateur pour que je puisse lire ce que j'étais en train d'écrire, puis il tombait tout le temps. Donc, il fallait que je tienne avec ma tête, puis j'écrivais comme ça. Et c'était un petit ordinateur. En tout cas, ça ne fonctionnait pas, mon setup là, d'écriture, parce que c'était pas sérieux. Je ne savais pas que j'écrivais un livre, en fait. C'était juste pour se faire plaisir. Et je me souviens, à un moment donné, il y a une amie qui est arrivée de derrière, puis elle me voyait dans ce setup. Et apparemment, elle disait que mes mains bougeaient et que c'est comme si j'étais en train de danser ou mimer quelque chose. Et je me suis aperçue par la suite que je décrivais toujours les paragraphes que c'est une scène. Je dis pas c'est un chapitre ou un paragraphe. Je disais, ah oui, cette scène-là, tu te souviens. Puis, alors, dans ma tête, je crois que j'écrivais un film. Ou sinon, je voyais l'écriture en images beaucoup plus qu'en écriture comme telle. Dans ma tête, les mots ont une image. Même pour une émotion, par exemple, la mélancolie et la nostalgie n'ont pas la même image ou la même texture ou le même poids. La mélancolie, c'est léger, c'est comme un nuage, et puis la nostalgie, c'est plus comme une boule d'acier, là, c'est un peu plus lourd. Donc, dans ma tête, c'est une série d'images à travers les mots. Et donc, c'est peut-être là où, quand on s'est rencontrés, c'était pas une difficulté de parler d'images. Bien, en fait, moi, je suis un grand passionné de photographie, puis principalement comme j'aime jamais dire ça, mais de la photographie de rue, mais pas de rue RU, là, R-U-E. Là. Puis c'est de la photographie de rue, pour les gens peut-être qui sont moins familiers, c'est que c'est des photographes qui vont capter des moments, qui vont capter la vraie vie, qui vont capter la beauté, l'inusité de l'homme, de l'humain, pendant qu'on les voit, quand les gens les gens qu'on prend en photographie, ils savent pas qu'ils sont pris en photographie. C'est pas comme un truc disons organisé avec un shoot. Puis pour moi, rue, c'était ça. C'était Kim, elle écrivait des images. Pour moi, j'ai dit à Kim, ton livre, c'est comme un livre photo dans lequel les photos, c'est tes phrases, c'est tes mots. Alors il a fallu on s'est beaucoup rejoints à travers cette beauté-là. Puis une beauté, comme je le dis souvent, Kim, elle m'a appris la beauté. Elle m'a appris par rapport à ça, elle m'a appris la beauté à voir le banal, l'invisible, le petit quotidien, toutes les choses qu'on pense, qu'on voit plus parce qu'on les a vues trop souvent. Puis Kim, c'était ça parce que je sais pas si la plupart d'entre vous ont sûrement vu ou lu Rue ou entendu parler de Rue. Quand tu fais la promo comme ça marche pas. Mais puis il y a une tendresse dans la description des lieux, des objets, des gens. Puis
pour que ce soit aussi précis dans sa description, je me suis dit, Kim, elle a des images comme collées dans sa tête. C'est pas juste des souvenirs. Je veux dire, moi, j'ai une mémoire phénoménale, puis je pourrais décrire des choses de ma vie, mais Kim, il y a des choses là-dedans qui font partie de sa vie, qui sont collées là, puis qu'elle a mis sur la page. Bien, je me suis dit, ma responsabilité, là, c'est pas tant d'aller chercher le récit, d'adapter Rue qui va partir de Saigon, qui va finir au Québec, à Granby. C'était d'aller capter cette précision-là dans les images. Puis c'était de faire un film où la beauté fait partie. Puis je dis la beauté, il faut faire attention, là, pas juste ce qui est beau, objectivement beau. Parce que ce qui est objectivement beau, c'est plate. C'est de voir la beauté dans ce qui est vraiment banal, puis dans ce qu'on voit pas, puis dans des choses. Kim, dans son livre, elle a écrit des détails que n'importe qui était là ne s'est pas souvenu de ces détails-là. Mais Kim, elle les a pris dans sa tête, puis elle les a mis sur la page. Puis pour moi, c'était ça, d'aller capter cette beauté-là, l'inusité de l'humain, la maladresse de l'humain, le fait que son ami Joanne parle tout le temps, qui ont brisé le rêve américain de la famille Girard qui les a accueillis. Il y a plein de petits détails, puis c'est d'aller traduire ça en images, puis d'aller créer comme une espèce de poésie visuelle qui est très, 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 très proche du livre, puis en même temps qui est complètement extérieure au livre. Oui, c'est sûr qu'un film, c'est très organisé, mais je crois qu'il y a la beauté, la beauté spontanée aussi. C'est que hier, quand on est venu de l'aéroport, notre chauffeur bénévole, Roger, nous a dit « Ah, là, on traverse un nuage de neige. » Et j'avais jamais entendu ça. Tu sais, on va parler de neige, de tempête de neige, de je sais pas trop. Mon Dieu, il y a tellement de mots pour exprimer la neige au Québec. Au Vietnam, il y a juste un. Parce qu'on n'a pas de neige, donc on ne sait pas comment expliquer la grêle, la neige mouillée et tout ça. Mais hier, c'était la première fois que j'ai entendu le mot nuage de neige. Et c'est vrai que c'était un nuage, parce qu'on le traverse. Puis, dedans, 30 secondes plus tard, oui, il n'y avait plus. Oui, c'était terminé. Puis là, il y avait un deuxième nuage de neige. Et je me dis, ah, mon Dieu, c'est tellement bien exprimé, bien imagé. Dès qu'on dit nuage de neige, même pour quelqu'un qui n'a jamais vécu ce nuage de neige-là, le comprend, voit tout de suite ce nuage de neige. Et donc, quand j'écris, c'est beaucoup ça. C'est d'aller, il y a toutes ces réalités très simples, hein, mais que dans le quotidien, la personne qui le dit ne réalise même peut-être pas, peut-être que Roger ne se rendait même pas compte que c'était de la poésie, carrément. Et notre professeur de flamenco, non, c'est pas comme si je savais danser, là, c'était un cadeau. On est allé pour 3 cours, puis j'ai pas de rythme, puis en tout cas, elle essayait de m'expliquer des choses, puis elle dit, tu sais, la poésie des mains. T'as des mains, il y a la poésie des mains, puis je là, on comprend tout de suite que les mains peuvent faire la poésie. C'est présent dans le film, d'ailleurs, dans une scène précise. Là. Oui. J'ai eu le bonheur de le voir, là, donc je peux en parler un petit peu, mais c'est vraiment assez présent. Oui, mais mais pas sur grand écran. Non. Il l'a vu sur son iPhone, je suis vraiment fâché. Ici, en plus, j'ai vu le film, donc... C'est ça, mais pas sur grand écran encore. Quand ils seront partis, je dirais ce que j'en ai pensé, enfin... Honnêtement. Non, sérieusement, mais il y a une belle scène qui fait référence à ce que tu dis, Kim, dans le film, qui est magnifique. Puis Charles-Olivier a ce don extraordinaire, parce que c'est facile pour moi d'écrire « Nuages de neige ». Alors, merci, Roger. Ça va être dans un livre, vous saurez... À surveiller dans son prochain livre, hein? Vous allez être là, vous allez le voir, vous allez dire « Oh mon Dieu, c'est Rouyn-Noranda. C'est Rouyn-Noranda. À chaque fois qu'on voyage, on revient toujours avec des nouvelles images, avec des nouvelles expressions, des nouvelles façons de voir. Et donc, toi, tu as ce talent de pouvoir vraiment traduire, transposer ce que j'ai dans ma tête en images, en ces images. Et ça, je vais vous dire un secret aussi, puis c'est vraiment pas... Je veux vraiment que vous allez voir le film au moins 2 fois, si ce n'est pas 3. OK? Parce que Yves, qui est le pianiste. L'amoureux de Kim. Comme lui, il l'a vu plusieurs fois. Puis c'est que j'ai fait un film... Allô? OK. La première fois que vous allez le voir, vous allez suivre le parcours de Tin. J'ai une voix qui porte. OK. Vous allez suivre le parcours de Tin, qui est la jeune Kim, si on veut, à l'époque, quand elle avait 11 ans, quand elle est arrivée au Québec. Puis
C'est elle que vous allez suivre. Puis après ça, vous allez regarder le film une deuxième fois. Puis là, votre regard va partir, va divaguer, va partir de la jeune Tin, la jeune Kim, jeune personnage. Alors, le micro musical. Puis vous allez découvrir vous allez voir un autre film. Puis je fais pas de blague, là. Puis il y a vraiment comme... Il y a plein de couches à ce film-là. Puis peut-être la première fois, vous n'allez pas voir... C'est sûr, il y a des choses que vous n'allez pas voir dans le film. Puis la deuxième fois, vous allez voir, vous avez fait comme... Ah, OK, ça, c'est... Hey, ça, il y a une scène dans le livre qui est comme ça. Ah, OK, ça, c'est dans le livre, ça aussi. Mais j'ai caché plein de choses comme ça dans le... En fait, il n'y a pas une scène dans le film qui n'est pas inspirée directement du livre, mais pas au premier degré. Je ne sais pas si ça fait du sens, là. Tout à fait, et c'est pour ça que je dis souvent qu'on avait le budget de faire seulement les 10 premières pages du livre. Mais, étrangement, quand on sort du livre, vous allez... pour moi, il manque rien au livre, au film. Tout le livre est dans le film. Alors que si on regarde vraiment, il y a vraiment juste le début. Mais tu as tellement réussi à insérer toutes ces couches-là que quand on en ressort, on vit exactement les mêmes émotions. Donc, c'est un peu comme quand les livres sont traduits. Je peux juste relire la version anglaise, parce que les autres langues, j'ai aucune idée. Donc, je relisais la première version, deuxième version, troisième. À un moment donné, je lisais le livre en version anglaise et je ne savais plus si j'étais en train de lire en français ou en anglais. Et là, je savais que la version était parfaite. Et la même chose pour le film, c'est que j'écoutais, je disais, qu'est-ce qui n'a pas été mis dans le film? Je m'en souviens pas. Et c'est là où le film il est complet parce que toutes les émotions ont réussi à transparaître à travers toutes les couches que tu mets. Puis c'est vrai que chaque fois, puis là, j'ai vu le film, je ne sais pas combien de fois déjà, mais je découvre encore. Puis je vous donne juste un petit truc que ça m'a pris du temps, je suis désolée, là, je n'ai pas vu tout de suite, mais le toaster. L'histoire du toaster, puis oui, il y a eu ça c'est une des meilleures scènes du film, mais après ça, c'est seulement à la 5e fois que j'ai découvert le toaster à un autre moment, puis à un autre moment, donc c'est ça. Le jeu, c'est trouver le toaster. Après Où est Charlie? Où est le Puis toaster? Le toaster puis les pantoufles en fantex, il y a des scènes de pantoufles en fantex dans le film, c'est très poétique. Vous n'aurez jamais vu des pantoufles en fantex J'ai une aussi question. poétiques que ça. Qui a tricoté les pantoufles? T'as-tu commandé vraiment les pantoufles? C'est une artisane du marché Saint-Michel à Montréal qui ont trouvé ça, qui est une madame. Tu sais, le marché Saint-Michel, là, comme marché aux puces, là. Mais ils ont trouvé une madame qui faisait des pantoufles Fantex. On avait des verdés, Je vous bleus, jure, des des mauves. designs les plus poussés que vous n'avez jamais vus. C'est extraordinaire. Dans cette optique-là, sur le plan plus concret, Charles-Olivier, puis peut-être les commentaires de Kim là-dessus, l'adaptation du roman. Le roman est en fragments, c'est pas linéaire. À la différence, pour ceux et celles qui ont vu le film hier sur l'abbé Pierre, où on part du point A, ça va au point B, par le point C, etc. Dans le cas de Roux, on n'est pas dans cette dynamique narrative-là du tout. Ça a été quoi le défi pour la personne qui a adapté le roman? Si vous me corrigerez, c'est Jacques David, exactement. Et les défis, et toi, comme cinéaste, en passant en arrière du scénario, comment tu t'es positionné, tu l'as évoqué un petit peu, mais comment tu t'es positionné par rapport à l'adaptation, en fait, au sens propre? Avant que tu commences, parce que j'ai rencontré Jacques David en premier, puis il s'arrachait des cheveux, là. Ben, il en reste pas beaucoup, là, mais en tout cas, il a acheté plein de copies de Rue. Je sais pas s'il t'a raconté ça. Il a déchiré les pages, puis il a collé les pages selon l'ordre chronologique, selon telle personne, sur chaque mur, comme ça. Puis finalement, ça ne fonctionne pas non plus. Donc, il venait vers moi et il dit, c'est quoi ta quête? Ah oui, il faut trouver une quête. J'ai dit, pourquoi il faut qu'il y ait une quête? Une quête pour quoi faire? Puis là, il dit, c'est quoi ta destination? Qu'est-ce que tu veux? Puis j'avais jamais la réponse. Jusqu'à ce que Charles-Olivier est arrivé puis il m'a donné la réponse. Je te laisse... Alors, la réponse, Charles-Olivier? 47. Merci. Prochaine question. C'était quoi, non? C'est quoi? Non, c'est parce que tu m'as dit, puis je me souviens, cette journée, lui est arrivé, puis il dit, non, ben il n'y a pas de quête. Je suis d'accord avec toi qu'il n'y a pas de quête dans ce livre-là, et que tu m'as dit, parce que en fait,
en fait, le livre, c'est un apprentissage de la culture québécoise. Et ce qui est exotique dans ce livre-là, c'est la culture québécoise. C'est pas la culture vietnamienne. Et c'était ça l'erreur. Que tout le monde, on aurait, moi incluse, je me suis mise du même côté que Jacques David. Ah, OK, c'est le Vietnam qui est exotique. Oui, mais dans tout ça, comment... J'ai dit, oui, mais il y a le Québec, comment on fait le portrait du Québec et tout ça, puis toi, t'es arrivé, puis tu dis, non, c'est le Québec qui était exotique. Je dis, ben oui, c'est ça. Mettons qu'on fait un step back. Je sais que tu voulais parler de ça, mais moi, j'ai un parcours un peu atypique. Là. Je travaillais en finance avant. Puis je vivais en Asie, à Singapour. Puis à Singapour, on était 4 hommes, 67 femmes qui travaillaient là. Puis moi, j'étais le plus jeune, puis j'étais le meilleur ami de tous eux autres. Là, ils me trouvaient vraiment cool. J'avais 23 ans, là, puis j'étais vraiment leur... En tout cas, ils s'occupaient vraiment bien de moi. Puis un jour, ils m'ont dit... Singapour, là, c'est en Asie du Sud-Est, c'est sur la ligne équatoriale, il fait 38 degrés Celsius à 2 heures l'après-midi comme à 2 heures du matin. Là, puis il pleut, c'est stable. Puis là-bas, c'est spécial. Quand il fait beau, il n'y a personne dehors. Puis quand il pleut, tout le monde est dehors parce que quand il fait beau, il fait tellement chaud que les gens ne sortent pas. Bref. Et là, un jour, ils m'ont demandé, ils ont dit, c'est quoi la neige? C'est quoi le froid? Et ça fait longtemps de ça, là. C'était bien avant que rue soit écrit. Là. Puis ce que j'ai fait, c'est j'ai pris toute la gang, puis je les ai amenés, bon, pas 67, là, mais mettons une quinzaine. Puis on est allé dans la cuisine, puis là, j'ai ouvert le congélateur, puis je me suis mis la tête dans le congélateur, puis je leur ai dit de faire la même chose. Puis ils ont toutes fait ça. Fait qu'une après l'autre, ils se sont mis la tête dans le congélateur, puis dans les jours d'après, ils amenaient leurs autres amis se mettre la tête dans le congélateur. Puis là, je me disais, mais c'est vrai, parce que moi, j'ai jamais... J'avais pas compris que pour eux, la neige, c'était ou la neige, le froid, c'était une image, mais il y a le feeling tactile de ça, ils ne connaissaient pas. Donc, j'ai comme... C'est un peu le même principe que quand j'ai fait rue, je me suis dit, l'exotisme, il n'est pas au Vietnam. Le Vietnam, ils le connaissent. Le Vietnam, c'est comme si vous partez d'Abitibi aujourd'hui, puis vous en allez vivre à Lévis. Ben, vous allez voir que Lévis, c'est différent. Fait que l'idée, c'était pas de faire le Vietnam exotique, c'était de faire le Québec exotique. Puis le Québec, je voulais qu'il soit une terre complètement inconnue. Puis je voulais qu'elle soit belle et drôle et cocasse. C'est un peu naïve. Puis je voulais critiquer aussi une ignorance du Québec et des Québécois, mais pas par la méchanceté, mais par une ouverture qu'il n'y avait peut-être pas à cette époque-là. Mais c'était vraiment le Québec qu'il fallait qu'il soit exotique. C'était la neige, c'était les manteaux, c'était la cabane à sucre, c'était la bouffe. La bouffe, on a une espèce de jambon avec des ananas. Ça fait rire tout le monde tout le monde qui voit le film rit, les jambons avec des ananas. Je suis comme, oui, mais moi, je lis ce livre-là à la maison, là, c'est le livre de cuisine, là, vous l'avez sûrement chez vous aussi. Le cercle des fermières. Mais c'est ça, le cercle des fermières. Puis ça, j'ai dit, mais mon Dieu, c'est exotique, là, au bout, là, pour eux autres. Fait que l'idée, c'était de créer une terre hyper étrange au Québec. Puis ça, c'est ça qui a ramené Kim à se dire, OK, c'est ça le film qu'on fait. Parce que j'ai oublié. Oui. Après 40 ans au Québec, c'est sûr que je connais mon Québec. Donc, j'ai pas l'impression que le Québec est exotique. J'ai beaucoup de pantoufles en fin de texte chez nous. Donc, il n'y a plus d'exotisme. En fait, j'ai oublié que c'était exotique à l'époque. Mais à l'écriture, oui, je m'en souvenais. Mais après ça, en discutant avec Jacques, j'étais à la même place que lui. On connaissait notre Québec. Donc, on n'avait jamais pensé. Puis Charles-Olivier est arrivé dans la conversation un peu plus tard, quelques années plus tard. Et tout de suite, il a donné la solution. Il a dit, pas la solution, mais la compréhension du livre. Et tu étais vraiment retourné dans le livre de la petite Kim que j'étais à 10 ans. Et il y a quelqu'un hier qui m'a approché, qui a vu le film, peut-être avec toi, Martin, qui a dit « Ah oui, mais comment ça, elle parle pas beaucoup? J'ai beaucoup aimé le film, mais je trouve qu'elle parlait pas beaucoup, la Kim, dans le film. » J'ai dit « Mais c'est parce qu'elle parlait pas. Elle parlait pas français. Et donc, elle pouvait pas parler. » Puis, juste une petite anecdote, j'ai retrouvé mon amie Joanne, qui était ma première amie à Granby. Et je l'ai appelée, j'ai nommé mon nom. Elle dit « Oui, mais je te reconnais pas. » Je connais pas. Non. Puis elle me dit, vraiment, ton nom s'écrit comme ça. Puis elle s'en souvenait de l'épellation de Touy et tout ça. J'ai dit, ben oui, c'est moi. Elle se dit, mais je te reconnais pas.
Puis c'est seulement à la rencontre au café qu'on a réalisé, c'est parce que je parlais pas. Et j'avais un accent quand je disais les mots. Et donc, pour elle, la Kim de l'époque et la Kim d'aujourd'hui, il n'y avait aucun lien entre les deux. Et puis c'est vrai. Et donc, Charles-Olivier a réussi à ramener, nous tous, toute l'équipe, à la petite Kim de 10 ans à l'époque, et non pas celle d'aujourd'hui qui parle bien trop. Non, mais ça, c'est quelque chose avec lequel vous allez bon, vous n'avez pas vu le film, mais là, oui, OK, le personnage, il parle pas beaucoup. Puis moi, j'ai fait un peu des films où les personnages parlent pas beaucoup, j'aime ça beaucoup. Puis mais l'idée, c'était que on se confronte à une personnalité publique, puis même, on était dans des visionnements d'affaires-là avec des gens, des gens des institutions, des gens qui ont vu le film, des affaires-là même, qui évaluaient le film. Puis ils disaient, oui, mais Kim, c'est pas elle, c'est pas Kim aujourd'hui. Puis là, j'ai dit, je sais pas si. Moi, là, quand j'étais jeune, je bégayais, j'avais peur du monde, j'étais recroquevillé sur moi-même, j'étais pas la même personne que je suis aujourd'hui. Puis je pense pas que quiconque de vous autres est la même personne aujourd'hui que vous étiez quand vous aviez 8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans. Puis ça, on tend à l'oublier quand on présente, disons, où on fait la vie d'une personne, disons, connue, où est-ce qu'on la connaît, que Kim est volubile, elle est drôle, elle nous accueille, on connaît sa maison, la table de Kim. Je veux dire, il y a tout le monde. Ma mère, elle dit, j'aime tellement Kim. Je dis, OK, lequel livre t'as aimé? Ah, j'ai pas lu ses livres, mais j'aime vraiment beaucoup Kim. Tu sais, je suis comme, là, j'ai fait le film, il est temps que tu lis ses livres. Fait que l'idée, c'était, je voulais pas faire le film avec Kim Thuy, je faisais Kim avant Kim. Puis souvent, on me dit, c'est un film sur l'immigration. Moi, je dis non, c'est pas un film sur l'immigration. C'est un film, oui, c'est une famille qui se déplace, c'est ça, mais c'est un film sur l'éveil artistique. Puis dans le film, pour moi, si Kim a réussi à écrire dans Rue et dans tous ses livres après autant de beauté et de détails précis sur des événements, sur des gens, sur des objets, des choses, ça, si elle réussit à écrire tout ça, c'est que ces gens-là, par exemple, il y a le monsieur qui a demandé sur la couleur du monsieur Anne, son voisin, qui lui parlait de la couleur du ciel. Quelle est la couleur du ciel aujourd'hui? Puis Kim, dans ce temps-là, tu disais que monsieur était comme un peu presque autiste, c'est ça. S'il t'a marqué quand tu avais 11 ans, puis que tu en as parlé quand tu as écrit ton livre 30 ans plus tard, ces personnes-là ont contribué à toi, à ce que tu deviennes l'artiste que tu es devenu aujourd'hui. Parce que Kim, au départ, c'était une jeune fille d'une famille qui s'est aisée, qui s'est déplacée du Vietnam au Québec dans des circonstances épouvantables, qui a grandi, tu as fait ton droit, tu as eu un restaurant, tu as été traductrice, tu as vécu en Asie, tu as eu des enfants. Puis après tout ça, tu as écrit un livre. Et aujourd'hui, tu es une artiste pleine. Elle a écrit, je ne sais pas, moi j'ai lu tous ses livres à l'endroit, à l'envers. Il connaît mieux que moi mes livres. Mais puis ce qui m'intéressait, c'était ça. Je voulais découvrir Kim Thuy avant Kim Thuy. Parce que l'art, qu'on parle de Kim Thuy ou qu'on parle de Jackson Pollock ou qu'on parle de Viviane Maier, l'art fait partie de nous. L'art fait partie de l'artiste. Puis c'est à l'artiste, à la personne de le découvrir ou de le laisser sortir en... Puis Kim, disons, son artiste est sorti dans son premier livre à travers un regard qu'elle a posé sur le monde, à travers les gens, le monsieur Vin qui t'a parlé des mots. Il dit les mots savent danser. Lui, il aimait les mots quadriphonie. Oui, plein de mots difficiles. Puis c'est drôle parce que ce souvenir-là, quand je l'ai rencontré, ce monsieur-là, pour vrai, parce que mon père était livreur de bouffe dans un restaurant chinois. Oui, dans un restaurant chinois. Et ce monsieur-là était l'apprenti. Il venait d'arriver, puis c'était pré-Internet, pas de GPS, donc il y avait des cartes routières qu'il devait apprendre et tout. Et moi, je faisais mes devoirs en attendant mon père parce qu'on habitait loin. Donc, je revenais de l'école, je travaillais, puis j'allais à ce resto-là jusqu'à la fin de la journée, la nuit, je vous dirais, on finissait à 11 h le soir. Et donc, je faisais mes devoirs là. Puis ce monsieur-là, qui apprenait sa carte routière, était d'origine vietnamienne, me parlait de son temps en prison, comment il a survécu en écrivant sur le même petit morceau de papier, encore et encore, un mot par-dessus l'autre, puis une page par-dessus l'autre. Il a écrit des centaines de pages sur une seule page. Sur une seule page. Et il disait que c'est ça qui l'a gardé vivant. Sinon, il serait devenu fou, en fait. Mais
et là, il dit, tu sais, j'apprenais des mots, je sortais les mots, puis les mots que j'aimais. Puis là, il me répétait les mots que je ne comprenais pas. Parce que je ne parlais pas français encore tout à fait, alors que ce monsieur-là avait étudié à la Sorbonne. Et donc, c'était quelqu'un qui était très érudit. Et donc, à 11 ans, 12 ans, j'étais avec lui et j'étais très gênée, en fait, d'avoir un monsieur un peu bizarre qui me parlait, puis j'étais coincée sur cette banquette-là, puis je savais pas où aller, donc je recevais ce qu'il disait. Mais c'est seulement 40 ans plus tard que quand on écrit, comme tu dis, on transforme en fait les banalités de la vie en des choses sublimes, en fait, ou sinon je sublime les banalités de la vie, et c'est ça. Donc ce monsieur-là est revenu. Et il est devenu important. Il est dans le film, là, by the way. Oui. Là, on vous raconte tout ça, là, mais il est dans le film. Et c'est presque fantasmatique en même temps parce que c'est un souvenir de quelque chose que, au moment même où on le vivait, on ne savait pas que c'était important. On le sait seulement 30 ans plus tard, 40 ans plus tard, quand on travaille. Donc, c'est comme... C'est ça, mais fait que le film, pour moi, c'était un éveil artistique. C'est que c'était l'artiste avant l'artiste. C'est leur famille, il était avec Kim, puis il y avait les 2 frères, le père, la mère. Puis, quand tu étais une famille déplacée, je suis allé en voyage à Vancouver cet été, là, avec mes 2 enfants. Puis c'est sûr qu'on dit « Hey, on s'en va prendre l'autobus, on s'en va par là, tout le monde. » Bien, dans ce temps-là, moi, je voulais la même idée qu'ils viennent du... Bon, ça n'est pas à Vancouver, mais ils partaient de Saigon, évidemment, au Québec. Puis que là, la mère ou le père disait, on s'en va là, tu vas aller à l'école, tu vas faire tes devoirs, tu vas être bonne, tu vas apprendre le français. Mais moi, je voulais voir ça, mais je voulais surtout voir la jeune Kim Thuy, qui, pendant que tout le monde regarde à gauche, elle regarde à droite. Elle regarde Jean-Pierre qui est là avec sa caméra. Elle regarde Marc Cassivi qui est là, qui se ronge les ongles. Elle regarde, non, mais elle est attentive à des détails que l'humain, que nous, on pense que les autres ne voient pas. Puis ça, c'est souvent une naïveté de l'enfance. L'enfant va voir des choses que nous, on ne va pas voir parce que nous, on est pris dans nos téléphones, dans notre stress, puis dans notre retard pour la garderie, puis ça. Bien, l'enfant, lui, va dire « Hey, papa, gars, il y a un monsieur avec un furet sur l'épaule. » Il va dire aussi « Il y a un monsieur, il s'est fait tatouer les yeux. » Oh, hey, j'ai pas vu ça, tu sais. Mais je voulais faire ça. Fait que quand tout le monde regarde à gauche, le personnage dans le film, il regarde à droite, puis il voit l'inusité, il voit le cocasse de l'humain, puis il voit ce qui n'est pas nécessairement attendu narrativement. Il y a un moment dans le film, là, puis je le dis je le dis là, vous le verrez, vous en ferez ce que vous voudrez. Là. Oui, je sais. Je ne sais pas si tu veux la note. C'est au début du film. C'est un moment, là, il n'y a jamais personne qui m'a parlé autant de ce moment-là. Là. Ça dure, je l'ai compté, là, 2,8 secondes. OK? Je vous dis pas c'est quoi, là. Mais ça dérange. Non, mais autant ça dérange, c'est une mariée. D'accord? C'est une mariée. Puis, c'est une femme mariée, là, en robe de mariée, en acrylique là, blanche. C'est pas trop, là. Non, mais ce que je veux dire, c'est... Puis, on m'a autant dit qu'on aimait la mariée, qu'on ne comprenait pas la mariée, ou on me dit comment on comprenait la mariée. Mais ça, quand vous verrez le film, vous allez voir, ça, c'est une bonne façon de se dire... Tout le monde regarde à gauche pendant qu'elle regarde à droite. C'est ça, le film. Ça arrive très tôt dans le film parce que je mets les codes du film. Puis c'est là que, pour moi, le film, il devient pas un film d'immigration qu'un film sur la découverte d'une artiste qui ne connaît pas, en fait. C'est artistique en ce sens-là. Tu t'es donné la liberté de créer aussi. Et tu as réussi, en fait, à créer la vision réelle de moi à l'époque. C'est-à-dire, on regarde, mais on ne comprend pas tout de suite ce qui se passe. On arrive dans un nouveau territoire, dans une nouvelle culture. Donc, on capte des choses, puis on ne comprend pas tout de suite. Comme au début, je me souviens, on a eu le droit d'aller au McDo la première fois. Puis juste de regarder la petite bidule de la boîte qui distribue les pailles. Vous voyez? Puis là, on voyait que les gens arrivaient, puis les pailles sortaient tout seuls. On n'avait pas vu que la personne pesait sur la petite manette. Puis là, on regardait de loin comme ça. Puis là, rendu à notre tour, on n'a jamais réussi à faire sortir les pailles. Puis là, soudainement, il y a une grande main qui arrive comme ça, qui a fait tout. Puis là, la paille est sortie. Mais sur le coup, je ne me souviens pas qui était ce monsieur-là, parce que c'était une main très poilue, donc je pense que c'était un monsieur, là.
mais qui arrive comme ça. Donc, quand on est enfant, mais 10 ans, c'est peut-être plus si enfant que ça, mais on est dans un univers tellement nouveau que tout nous paraît étrange. Que cette main-là arrive, alors qu'aujourd'hui, si quelqu'un faisait ça, je me serais retournée et dire merci. Votre main est trop poilue, monsieur. Mais et je sais que cette main-là est connectée à une personne. Alors qu'à l'époque, c'est juste comme... c'est comme une main de Dieu qui arrive. Toute la paille sort. Et t'as réussi, Charles-Olivier a réussi à 300% à me transmettre, à moi en tout cas, cette réalité que je ne comprenais pas. Je voyais plein de choses, j'absorbe sans comprendre, comme les mots. J'absorbe beaucoup de mots sans comprendre. Il faut que j'aille chercher dans le dictionnaire beaucoup plus tard, ou sinon de le revoir dans une phrase. Et c'est exactement ce que tu as fait, en fait, avec les images. Tu as réussi à transmettre cette émotion-là de « où est-ce que je suis ?» Puis oui, je vois plein de choses, mais je ne connecte pas une chose avec une autre. Je veux dire, je ne veux pas démentir ce que tu es en train de dire, Kim, mais Kim, c'est une grande témoin de l'invisible et de l'intime. Okay? C'est quelqu'un qui voit les choses qu'on ne voit pas. Je vais vous donner un exemple. Durant le tournage, on a fait une scène, c'est la maison de Saigon, puis c'est la maison familiale, puis on tournait, on était comme au Vietnam, puis Kim, elle a décidé d'offrir à toute l'équipe, puis on était je pense qu'on était comme 80, 85 avec les... C'était pas loin de 100. Kim, elle s'était assise sur une table. Kim est venue sur le tournage, je sais pas, 4-5 fois. À ce moment-là, rendu on était là, on était peut-être à la moitié. Puis elle a écrit, elle a pris les livres, elle a apporté des caisses de livres, elle s'est assise sur une table. J'ai une photo de ça, puis elle écrit une dédicace à chacun des membres de l'équipe. Pas « merci, Kim Thuy ». Pas ça, là. Elle a écrit comme, par exemple, ma script. La script, c'est la superviseure de continuité. Ça, c'est sur un plateau, c'est la personne qui est comme assise à côté de moi en permanence et qui va s'assurer que l'acteur tienne la tasse de café dans la main gauche, puis s'assurer que dans l'image d'un film d'époque, il n'y a pas un cellulaire qui apparaisse, mettons. Puis c'est une personne, 5 cerveaux. Puis c'est une personne qui est extrêmement discrète. C'est une personne là, que, comme ma blonde, elle l'appelle la sainte, parce qu'elle passe toute la journée à côté de moi, puis elle m'endure, là. Puis c'est une personne qui est avec moi sur tous les tournages depuis 10 ans. Puis je ne sais pas si elle a échangé avec Kim. La fille qui fait ça, Audrey, est très, très, très discrète. Très discrète. Et très utile aussi. Puis c'est une fille qui est attentive aux détails. Et là, Kim lui a donné son livre. Je ne pense même pas qu'il s'était parlé. Et là, dans le livre, je ne me souviens pas de la dédicace, mais je paraphrase, mais c'était comme « Chère Audrey, toi, avec tes 5 cerveaux, tu es attentive à tous les détails, tu attrapes tout ce qui nous échappe. » Kim, elle a vu ça sans qu'Audrey lui prenne par la main puis lui explique son travail. Là. Kim, elle a fait ça à tous les membres de l'équipe. Et moi, là, j'étais complètement bouleversé par ça. Parce que, oui, le geste généreux, mais moi, c'est l'observation que tu avais de tous ces gens-là, de remarquer des détails qu'eux-mêmes ne pensent pas qui paraissent. Puis ça, c'est une immense qualité que tu as. Disons, c'est ton super pouvoir. C'est parce que le travail de toute l'équipe, c'est... Je trouvais que leur travail était invisible, en fait. On ne voyait pas tout le travail. Des fois, sur l'écran, vous allez voir juste le visage de la petite. Et puis, elle vous regarde, puis elle vous hypnotise. C'est fou, son regard. Mais on n'imagine pas, derrière cette image-là, il y a combien de personnes qui avaient travaillé. Et j'ai réalisé ça dans cette maison d'enfance-là, puis je l'ai raconté quelques fois, là, mais c'est fou. Il faisait moins 20 à l'extérieur, tempête de neige. Je traversais avec mon canot, avec le capuchon long de même, parce que je voulais me protéger du froid. Je rentre, puis je vous jure, j'avais l'impression d'être à Saigon, en 1 mètre. Hein? Je traversais la porte, puis j'étais dans ma maison d'enfance. Et ce qui dérangeait, c'est que dans ma tête, je sais que cette maison-là n'existe plus. Je sais qu'elle n'est plus là. Mais comment ça, je suis là de nouveau? Alors que je n'étais pas préparée à ça. Donc, il y a comme une confusion dans le cerveau. Et là, je ne comprenais pas pourquoi c'était vraiment Saigon. Et j'avais chaud. Alors que je sais, ma peau savait que c'était pas chaud, mais c'était chaud. Et on m'a expliqué par la suite, je ne sais plus lequel des techniciens m'a expliqué que c'est parce qu'au Vietnam, c'est très humide.
Et donc, ils ont créé, en fait, recréé l'atmosphère humide du Vietnam et aussi le soleil. Hein? Comment tu peux mieux expliquer que moi? Là, c'est des lampes tellement larges avec l'angle qui frappait le mur, mais l'angle du soleil tropical. Parce qu'il ne frappe pas de la même manière qu'un soleil nordique, n'est-ce pas? Et donc, déjà, cette lumière-là était une lumière tropicale. Et là, dans l'air, c'est ça, vous avez... Si vous êtes déjà allé au Vietnam, là, les rues sont toutes comme en poussière, en terre. Fait que dans l'air, il y a partout, là, que vous soyez à l'hôtel 5 étoiles ou dans un petit restaurant sur le bord de rue, il y a toujours des particules dans l'air. Ouais. Puis ça, on voulait recréer ces particules-là, mais vas-y, comment on a recréé ça? Mais parce que les fenêtres aussi sont toujours ouvertes au Vietnam. Donc, la première fois qu'on est venu ici, puis que ma mère a travaillé pour faire le ménage chez quelqu'un, elle dit il n'y a pas de poussière. Puis on ne comprenait pas que vous capotiez quand il y a de la poussière. Nous, il y a toujours de la poussière. Tu sais, c'est comme hein? Puis là, tu sais, passer le doigt comme ça, je suis comme ben oui, c'est normal, c'est la vie, il faut qu'il y ait de la poussière. Et là, ils ont réussi à créer cette ambiance de poussière, là, de cette densité de l'air qu'on ne voit pas, mais qu'on le sent. Et c'est super beau quand Kim le dit. Puis concrètement, c'est comme une équipe, ils sont 4-5, puis ils prennent des papiers de toilette, ceux qui sont vraiment fluffy, puis ils les cognent ensemble, comme ça de même. Puis ça fait des particules qui... Je fais même pas de farce, là. Il y a ça, puis il y a aussi une affaire de jardinage que tu mets de l'engrais, qui est comme une affaire avec une disons, c'est comme un crinque, là, si on veut, puis là, ça ressort. Là, je suis vraiment pas bon en jardinage. Là. Puis là, on met de la poussière là-dedans, puis là, ils crinquent ça, puis ça fait de la poussière partout. Oui, mais porté par la fumée. Oui, on m'a ben, expliqué qu'ils avaient projeté de la fumée, ils ont balayé la fumée pour que vous ne voyiez pas le mouvement de la fumée. Et après ça, les particules sont tellement légères qu'elles sont portées par la fumée. Et donc, ils restent en l'air à cause de la fumée. Oui, ouais. ils sont là. Et donc, quand on rentre dans cette pièce-là, on rentre dans la ville de Saigon, tout de suite comme ça, dans la température, dans l'atmosphère. Et donc, j'ai ma mémoire sensorielle de... Je ne sais pas qu'est-ce qui a été allumé, mais j'ai perdu le nord. Là. C'est-à-dire, j'ai dit, oh, mon Dieu, je suis de retour à mon enfance. J'ai appelé mon fils, j'ai dit, il faut que tu viennes, parce que c'est ça chez nous. C'était ça, mon enfance. Puis il n'a pas pu venir. Donc, je suis très triste, mais c'était extraordinaire. Donc, ça, c'est le travail de combien de personnes, je ne saurais le dire, mais toute la réflexion avant, et que toi, tu vois l'invisible. Alors, comment tu veux que moi, je ne vois pas? Il faut que je vois. Hein? Je n'ai pas le choix. Le travail de chaque personne, comme je dis souvent, quand on rentre dans une chambre d'hôtel, on ne voit jamais la main de ceux qui y travaillent parce que les draps sont parfaits, les verres sont parfaits. Donc, mais il y a des mains qui ont travaillé tellement fort derrière pour nous offrir l'invisible. Et donc, dans ce film-là, tout le côté invisible du travail, mon Dieu, c'est ce qui a donné toute la texture, tout le poids, toute la forme du film de toute l'équipe. Alors, c'est ça. Donc, ben oui, c'est visible. On divague, là, mais c'est une question. Martin, vas-y. Hein? Je suis à ma troisième question. On va suivre le plan. Comment dire? Un peu après la poésie puis l'invisible, c'est un peu embêtant d'arriver avec du concret, mais dans le film, tout ce dont vous parlez est porté par des comédiens, des comédiennes d'image, mais j'aimerais vous entendre sur le choix du casting, notamment la magnifique Chloé, tu me corrigeras, Tim, qui joue Tin dans le film, Chloé Junji. Oui. Bon. Elle sort d'où? C'est une jeune femme qui avait quel âge? Le casting, ça s'est passé comment pour ce film-là? Parce que Kim est arrivée au Québec dans les années 70, quand elle avait 11 ans, 10 ans, 11 ans. Puis à Saigon, Kim allait à l'école qui s'appelait le Collège français de Saigon, c'est ça? Puis Chloé Junji est arrivée au Québec à l'été 2020 de Saigon. Puis au Vietnam, elle allait à la même école que Kim allait. C'est fou, hein? Puis Kim est arrivée par les Boat People, donc par une crise humanitaire d'un moment un peu étrange dans l'histoire. Chloé est arrivée par la crise de la COVID. C'est complètement différent, mais il y a un parcours qui est
Ben, en panique aussi. En parce panique que aussi. Il arrivait, il changeait d'univers, changeait de monde. Ouais. L'histoire de Chloé, c'est que sa maman est vietnamienne, son papa est montréalais. Syrien, montréalais, Oui, d'origine syrienne. Et est allé au Vietnam en voyage, est tombé en amour avec le Vietnam. Il restait là, puis là, il a rencontré la mère de Chloé. Donc, il a vécu au Vietnam pendant 17 ans. Ouais. Et ils sont revenus en 2020 à cause de la COVID pour pouvoir être avec les grands-parents montréalais ici, parce que le Vietnam fermait les portes, donc ils ne savaient pas à quel moment ils allaient pouvoir sortir du Vietnam. Donc, ils sont partis vraiment là, en panique. Ils ont laissé l'appartement tel quel parce qu'il n'y avait plus de billets d'avion pour sortir, les visas et tout ça. C'était très compliqué. Ils ont laissé leur travail, ils ont laissé le père est obligé de recommencer à travailler ici dans une caisse de jardin. La mère, elle était employée avec nous parce qu'elle était la mère de Chloé qui était sur le plateau puis qui était devenue comme notre traductrice. Oui. Parce que dès que je l'ai rencontrée, j'ai dit son vietnamien est tellement impeccable, tellement meilleur que moi parce que elle a continué à vivre au Vietnam. Donc j'ai dit c'est toi, tu prends cette place-là parce qu'au début je me suis donné un peu la job de la personne vietnamienne dans l'équipe, mais c'est la mère de Chloé. Non, la mère de Chloé avait des compagnies et tout ça, elle était très très active. La mère de Chloé, elle me dit « Mais qui a traduit ça? On dirait que c'est Google Translate. » Je dis « Non, c'est Kim. » Il fallait que ce soit très, très, très précis selon la mère de Chloé. Exactement. Et donc, en tout cas, ils sont... Et là, Chloé, je ne sais pas par quel moyen vous avez fait un appel au casting. Facebook, on a fait un appel Facebook à travers on est allé chercher les communautés, les centres communautaires, les écoles. On a fait, comme dans toutes les écoles de Montréal, on a envoyé, les écoles primaires et secondaires, on a envoyé des appels de casting. Puis on a eu beaucoup de candidatures. Puis Chloé est apparue là. Je veux dire, est apparue. C'était en plein COVID, donc je ne pouvais pas aller sur place. J'ai reçu seulement les vidéos, en fait, les clips. Et je vous jure, Chloé, tout ce qu'elle a fait, là, c'était éplucher une carotte imaginaire puis dire une phrase en vietnamien. Puis je pense que je t'ai appelé tout de suite. J'ai dit « Oh non, c'est elle! » Et parce qu'elle était parfaite. Et j'ai pleuré ma vie juste à l'entendre dire la petite phrase en vietnamien parce qu'elle le disait tellement parfaitement. Puis ça m'a ramené où est-ce que j'étais, en fait, il y a 45 ans. Et donc, je pense que tu avais la même opinion, que c'était la bonne personne. Et vous voyez, André Dupuis a acheté les droits en 2009. Moi, j'ai 2009 dans mes notes. Oui, en 2009. Et on a fait le film en 2022. Donc, il y a eu beaucoup de temps. Puis André et moi, on se voyait régulièrement là, pour parler du film. En fait, on ne parlait jamais du film. On se donnait juste une excuse pour aller manger ensemble. Et à chaque fois, il était toujours un peu déçu parce qu'il y a eu ceci, on ne pouvait pas le faire. Il y a eu cela. Il y avait toujours une raison. Et quand Chloé est arrivée, j'ai dit, voilà pourquoi on ne pouvait pas faire le film avant. Elle n'était pas née. En 2009, elle n'était pas née. Il fallait qu'on attende qu'elle ait 10 ans pour pouvoir le faire. Et le plus bizarre dans tout ça, c'est que... Le plus bizarre, non. Ma vie est toujours alignée, même si je ne suis pas alignée, là, mais tout est parfait. C'est que Chloé devait prendre 1 mois de congé d'école pour pouvoir faire le film. Et imaginez la directrice qui lui a donné le droit de s'absenter pendant 1 mois. C'est la sœur de mon Yves que j'ai rencontré cette année-là. C'est fou, non? Tout est dans tout. Tout est dans tout. Mais ce qui va vous donner un autre frisson, ce qui est tellement drôle, c'est que mon frère... il est venu ici avec la famille et tout ça en même temps, mais il a été recruté pour retourner travailler au Vietnam, est actuaire. Et donc, il travaille pour Sun Life au Vietnam. Et donc, c'est quelqu'un qui a toujours des chiffres dans sa tête. Et quand j'ai dit, la sortie médiatique du film, c'est le 13 novembre, et à Toronto, c'est le 13 septembre. Et là, tout de suite, il m'a dit, est-ce que tu te souviens qu'on était 13 à avoir quitté le Vietnam ensemble? J'ai dit, c'est vrai, on était un groupe de 13 de la famille. On a quitté le Vietnam un 13 novembre.
Et tout ça, toutes ces dates-là, j'ai pas décidé, là, c'est les équipes, beaucoup d'équipes qui ont choisi ces dates-là. J'ai dit, mon Dieu, c'est vrai qu'on a quitté le 13 novembre. Et là, à Toronto, quand ils nous ont annoncé le 13 septembre, on dit, mon Dieu, encore un 13. La directrice de la programmation à Toronto, on lui a dit, mon Dieu, il y a tous ces 13-là. Elle dit, c'était son 13e film qu'elle avait choisi pour la programmation. Et imaginez que le 13 novembre 1978, quand on a quitté le Vietnam, c'était un lundi. Et le 13 novembre 2023, quand le film va être présenté à Montréal, ça va être encore un lundi. C'est fou, hein? Donc, tout ça est... Oui, si vous cherchez... Ma fête, c'est le 11 novembre, c'est comme poche. Attends, on va essayer d'additionner les chiffres. Là. Ça fait-tu un 13 quelque part? Mais donc, en tout cas, si jamais vous cherchez une image pour le mot « chance », ben c'est moi. Voilà. C'est difficile de trouver une meilleure fin à notre entretien. Pour vrai? C'est malheureusement terminé. On doit procéder à d'autres activités pas à 3 caractère heures. cinématographique. Non. Avez-vous, il peut savoir des questions? C'est fini? Il peut savoir des questions? C'est fini? Si vous voulez avoir des questions, j'en ai plein, là. Oui, non, c'est fini. On m'a fait des signes. Écoutez, c'est ce qui doit être. Écoutez, j'allais dire que vous nous avez offert, comme je l'ai mentionné, j'ai eu la chance de vous entendre lire le roman, d'ailleurs, de vous entendre lire le roman, de voir le film. J'allais dire, vous nous avez offert des belles clés. C'est pas des clés, ce sont des accès. C'est pas la même chose au film, tous les deux, à la fois visuellement et puis l'histoire de Kim. C'est merveilleux. Ça a été absolument plus que généreux. C'est très. Je suis convaincu que les gens dont très peu ont vu le film vont. Il faut qu'il le voie 3 fois, hein, je l'ai dit. Hein. Peut-être même le lire ou le relire aussi, évidemment. Trouvez le grille-pain. Trouvez le grille-pain. Et vous retiendrez ceci, c'est un croisement entre la guerre des Tucs et Apocalypse Now, donc ça ne s'invente pas là, quand même. Là. Puis c'est plutôt, j'aurais tendance à être assez d'accord avec cette image-là également. Donc merci infiniment au nom du Festival du cinéma international. Ça a été extraordinaire de vous entendre. Vous avez une belle chimie, ça se transparaissait. Et le film est très beau, il n'y a pas de mystère avec ça. Là. J'ai adoré le film. Et le roman, il faut en parler aussi parce que ça reste à la base de la littérature. Les livres doivent se vendre aussi au Québec, mais c'est vraiment un magnifique roman. Il va y avoir une nouvelle... Oui. J'ai eu la chance de... Ma maison d'édition m'a permis d'annoter le livre parce qu'il y a beaucoup de rencontres où les jeunes me disent « Ah, pourquoi vous avez dit ça? Est-ce que vous êtes en... » Puis là, j'ai dit « Ah, je suis plus d'accord avec ce paragraphe-là. » Puis là, ils m'ont dit « Ah, vous voulez pas corriger? » Je dis « Ben non, parce que c'était ma photo de quand j'avais écrit le livre. J'ai évolué. Donc, il faut garder ce point-là pour savoir qu'on a progressé, qu'on a changé, qu'on continue à réfléchir. Et donc, il y a une nouvelle Ça serait version. disponible quand, cette version-là, notée par Bientôt. Bientôt, Je pense que dans une semaine ou deux. Ah oui, vraiment à court terme, avant le lancement du Je l'ai film. déjà, le livre physique, je l'ai reçu il y a quelques jours. Et donc, il est annoté. Le texte original reste le même, mais je me corrige. Version bonifiée, si on veut. Charles-Olivier Michaud, Kim Thuy, merci infiniment. Merci de nous avoir endurés.